Madame, Monsieur, bonjour. La réforme du chômage et la limitation de la durée des allocations de chômage dans le temps aura des répercussions directes sur les CPS. Selon les estimations de l'ONEM et du SPOE, 85 000 personnes seront exclues du chômage en Wallonie. On estime qu'un tiers d'entre elles solliciteront l'aide des CPS. En province de Luxembourg, cela représente près de 1100 exclus qui, dans les premiers mois de 2026, devraient se tourner donc vers les CPS. Alors, quelles sont les conséquences pour ces personnes, pour celles qui pousseront la porte, mais aussi pour celles qui n'oseront peut-être pas franchir le cap par pudeur ou par méconnaissance? Comment les CPS se préparent-ils? De quels moyens disposeront-ils? Comment se préparent les syndicats? Comment se prépare cette transition? On en parle avec nos invités aujourd'hui autour de la table. Michèle Marichal, présidente du CPS de Libin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Gauvin Servet, permanent en CC, en contact pour l'instant avec les personnes qui risquent l'exclusion et en contact aussi avec les CPS. On en parle dans quelques instants. Et Catherine Abaru, bonjour, présidente du CPS d'Aubange. Alors, un premier tour de table, tout d'abord, pour voir un petit peu de votre côté, Michèle Marichal, quel est le sentiment, quelle est l'ambiance au sein des équipes? On est là à un mois de cette réforme importante pour les équipes. Bien sûr. Je pense que j'ai pu sonder un peu tout dernièrement, même en arrivant ce matin, les équipes. Et donc oui, on est serein, on est préparé à notre manière sur Libin avec la commune qu'on représente. Et effectivement, notre atout, si je peux le dire, c'est quand même notre service de réinsertion socio-professionnelle qui va aussi absorber les personnes qui vont être dans les conditions pour bénéficier du RIS et avec lesquelles on va pouvoir travailler, mettre des projets en place. Et tout particulièrement avec le Forum, puisqu'on a une convention entre DEFI et le Forum, qui va envoyer les jeunes, en tout cas, vers des formations qualifiantes. Et donc ça, c'est assez rassurant qu'on ait un dispositif tel que DEFI, association de 4 CPS, hein, Libin, Tellin, Ouellin et Saint-Hubert. Donc ça nous renforce aussi dans la manière de faire et de voir l'avenir pour les personnes. On va avoir l'occasion de parler un peu plus amplement de cet accompagnement aussi des personnes qui frappent donc à votre porte. Catherine Abaru, au mois d'avril dernier, il y a toute une série de CPS, de directeurs généraux qui s'étaient retrouvés, qui avaient fait un mouvement de protestation, un mouvement de grève, justement face à l'inquiétude et la surcharge de travail. On en est où du côté du CPS d'Aubange? On met les choses en place tout doucement, on est prêt pour le 1er janvier? Effectivement, on est prêt, on se documente, on suit des webinaires, on se rassemble, on lit énormément, on est prêt en termes de personnel, on est prêt également, on a pu renforcer les équipes. Et puis des crises, on sait ce que c'est au CPS, on en a vécu quelques-unes ces dernières années. Donc voilà, c'est un travail d'équipe et je pense que le 1er janvier peut arriver au CPS d'Aubange. Pas trop d'appréhension. Il y a l'appréhension, en revanche, Gauvin Servet, parmi les personnes qui ont reçu cette fameuse lettre qui risque l'exclusion au 1er janvier. Oui, il y a beaucoup de questions, du stress aussi qui s'installe chez eux. Du stress lié à quoi? Lié à comment est-ce qu'ils vont pouvoir vivre pour la suite. Ils vont devoir aller frapper à la porte des CPS, comment ça fonctionne. Et donc justement, on est en train de les accompagner par rapport à ça auprès de nos affiliés. En réalisant des séances d'information pour les informer justement sur les besoins en termes de documents qu'ils vont devoir amener quand ils vont se rendre au CPS, la prise de rendez-vous, à partir de quand est-ce qu'ils peuvent prendre contact, ce genre de questions, quoi. Alors, en termes de prise en charge, il y a plusieurs estimations qui ont été évaluées, aussi bien par l'ONEM que par les services, par les syndicats, par le SPOE aussi. Est-ce qu'on a une petite idée, pour avoir un peu une idée? On a fait l'effort aujourd'hui de recevoir 2 types de CPS, un CPS plus urbain, frontalier, un CPS plus rural, Centre-Ardennes. Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres, cet impact de la réforme? Catherine Abaru. Donc ici, on s'attend, en tout cas, on nous annonce 345 exclus pour la ville d'Aubange sur une population de 18 000 habitants, approchant les 18 000 habitants, avec plus ou moins 8 000 personnes qui sont dans la vie active. Donc voilà un peu pour les chiffres. Ce tiers, est-ce que ce tiers va être ou pas, tiers dont on nous parle dans la presse et en tout cas dans les sondages, un tiers des personnes pourraient se présenter au CPS d'Aubange, donc une centaine de personnes probablement. Une centaine de personnes pour Aubange, pour Libin, ça représente combien de personnes, plus ou moins? On parle plutôt d'une soixantaine, mais encore une fois, ça ne sera pas un chiffre exact. Non. Je veux dire, ça va arriver par vague. Déjà, une première vague est arrivée, qu'on estime ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, nous, on peut estimer que de janvier à juillet, on aura plus ou moins une dizaine de personnes par mois.
Donc ça laisse le temps de bien accueillir les personnes et de voir venir aussi. On parle de vagues parce que vraiment, très clairement, ça va s'étaler sur les prochains mois. Oui, il y a des exclusions du coup dès le 1er janvier. Il y en a une deuxième vague qui arrivera le 1er mars et la troisième après au 1er avril. Et puis ce sera des vagues par la suite, en fonction de chaque cas. Et donc effectivement, les vagues vont être différentes vu que ça dépendra du nombre d'années de chômage de chaque personne. La première vague, c'est les plus de 20 ans. Ensuite, la deuxième vague, entre 8 et 20 ans. Et la dernière, les entre 2 et 8 ans. Ouais. Catherine Barru, vous avez parlé de ces fameux tiers. On évoque par rapport à l'ensemble des chômeurs, un tiers finalement qui n'aura pas droit, et on le sait, à un revenu d'insertion, pour les raisons, et on va les expliquer dans quelques instants. Un autre tiers qui pourrait éventuellement rentrer dans les conditions. Et le troisième tiers, c'est ce qu'on appelle le no-show. Il y a vraiment un risque là de perdre peut-être des radars, de faire sortir des radars une partie de la population. Il y a des personnes qui ne se présenteront pas, effectivement. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui auront la crainte de passer, franchir la porte d'un CPS, c'est quand même pas évident pour tout le monde. Donc ne pas franchir la porte, ne pas avoir l'opportunité de franchir la porte, ou alors, ou ne pas en sentir le besoin de franchir la porte. Ça, ce serait le premier tiers. Il y a des gens qui vont retrouver de l'emploi aussi, c'est ce qu'on espère fortement. Ouais. Vous entendez là maintenant, parmi les personnes qui ont reçu ce courrier de l'ONEM, certains disent non, pour moi c'est impossible d'aller frapper à la porte. Oui, en fait, c'est quel profil? Ça dépend. Je ne sais pas vous donner un profil type, ça dépend vraiment. Mais en attendant, oui, effectivement, il y a une partie de la population qui est claire dans ses propos et qui dit non, je n'irai jamais au CPS, je ne veux pas aller frapper à cette porte-là, j'en ai honte si je dois aller là. Et donc, oui, ça a une connotation assez négative d'aller au CPS pour une part des exclus. Il y a peut-être aussi des idées préconçues à casser. Tout à fait. Il y a des idées qui ressortent, on le ressent bien lors des séances d'info, que ce soit par rapport au fait que les gens, s'ils sont propriétaires de leurs biens, ils se disent j'aurai droit à rien, alors que c'est une idée fausse. Et donc justement, on déconstruit ça en leur disant que non, s'ils sont propriétaires, ça va être pris en compte dans le calcul pour pouvoir ajuster le revenu d'intégration sociale, s'ils y ont droit ou pas, ou alors par rapport à certaines aides, mais ce n'est pas un critère qui va empêcher d'avoir un revenu d'intégration. On va faire le point justement sur les types d'aides que les CPS peuvent apporter. Il y a d'abord les RIS, le revenu d'insertion sociale, et puis ensuite les aides sociales à proprement parler. Ce sont deux choses différentes, avec des critères qui sont différents pour deux publics différents. On va commencer peut-être par le RIS. Dans quel cadre? On a entendu là maintenant une crainte, je suis propriétaire d'une maison, j'ai perdu mon allocation de chômage. Est-ce que si je suis malgré tout propriétaire, est-ce que je peux éventuellement, et dans quelles circonstances, frapper à la porte du CPS? Je pense que c'est les revenus qui comptent, et donc il faut vraiment dédramatiser, expliquer aux gens qu'ils ont le droit. Beaucoup plus de personnes sont décomplexées aussi par rapport au fait de frapper à la porte du CPS. Ils ont compris qu'ils avaient des droits aussi, mais aussi des devoirs. Je pense que ça fonctionne comme ça. Et moi je pense que le rôle des syndicats est important aussi, parce que si on a une aspiration vers quelque chose de dramatique, ça ne va pas aider. Et toute personne a droit, et les assistantes sociales, elles connaissent leur job, elles savent comment prendre les personnes, ça prend du temps, c'est pour ça qu'on prend des dispositions aussi, et qu'on a pris par exemple la disposition de fixer des rendez-vous avec les gens plutôt que de les laisser attendre dans la salle d'attente. Ainsi, ça permet de mieux recevoir le flux. Et donc le soin à la personne est essentiel, évidemment. Et donc il y a une question de montant, pour revenir au RIS, un montant qui s'étale de 876 € pour un cohabitant, aux alentours de 1 300 € pour un isolé, 1 700 €, 1 800 € un peu moins pour un chef de famille. Ça, c'est le montant maximum. C'est un montant qui est adaptable à la situation de la personne. Parce que ici, on n'est pas dans le cadre d'une allocation, on est dans le cadre vraiment d'un revenu d'insertion qui est basé finalement sur les ressources. Il y a une enquête qui est faite par le CPS. Voilà, c'est ce qu'on conseille. De toute façon, venir voir ce à quoi ils peuvent prétendre. Une enquête sociale est bien sûr menée. Une visite à domicile sera menée aussi. Donc, il faut pouvoir ouvrir sa porte, effectivement. Mais bon, ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Les assistantes sociales se déplacent d'office à domicile. Il faut voir quel CPS est compétent, parce qu'il y a aussi une question de compétence, de territoire, pour pouvoir aider la personne qui est devant nous. Et puis, en fonction de la situation, du nombre d'enfants, propriétaires ou pas, il y a différents aspects à prendre en compte.
compte pour effectivement calculer le revenu. Donc ce n'est pas parce qu'on franchit la porte qu'on a d'office 1 700 € ou d'office 800 € en fonction. Non, c'est vraiment une enquête à proprement dite, propre à chacun, propre à l'état de la famille, propre à où on vit, avec qui on vit, etc. Donc ça, c'est vrai que chez nous aussi, on a pas mal pour le moment de bénéficiaires CPS pour lesquels on donne un complément d'un autre revenu, alors que ce soit le chômage pour le moment, que ce soit grâce à un contrat de travail et dans le cadre d'un salaire, ou que ce soit d'autres allocations, personnes handicapées ou autres. Donc on n'est pas non plus, on peut donner des compléments. Ça pour le RIS, évidemment, on l'entend malgré tout, toutes ces enquêtes-là, les études, les rapports, ça prend un certain temps. Les personnes qui vont venir frapper à la porte à partir du 1er janvier, qui auront perdu leurs allocations, elles peuvent espérer éventuellement avoir une aide, un RIS, à partir de combien de temps ? Mais il faut savoir l'état de la situation. Si le budget des personnes est en déficit et qu'il n'y a plus rien, on peut commencer par un colis alimentaire. Mais là, c'est vraiment la situation la plus sensible. Et donc, une chose à la fois, je pense que analyser, ça demande aussi la collaboration de la personne pour jouer la carte de la transparence aussi. C'est comme ça qu'elle sera le mieux aidée. Elle va tisser des liens humains avec son assistante sociale et c'est là que ça va se dégager, de voir c'est singulier à chaque personne. Une situation n'est pas l'autre. Vous avez dit le nombre d'enfants, le loyer, le prix des loyers aussi intervient. Il y a les frais médicaux, il y a toute une série de dépenses qui incombent à ces personnes qui sont exclues et qu'il faut analyser et vraiment faire une enquête sociale. Oui, voilà. De toute façon, dans les CPS, on doit agir en urgence. Et d'ailleurs, on a la compétence, en tant que présidente de CPS, de pouvoir répondre à l'urgence et de faire des aides urgentes, en outrepassant finalement le conseil, puis ratification au conseil, au comité spécial. Donc, les CPS doivent, et on l'a bien vécu pendant le Covid, les CPS doivent répondre à l'urgence. Et donc, on va devoir répondre à l'urgence. Quoi qu'il arrive, les allocataires vont pouvoir avoir un revenu en fin du mois. On devra répondre à cette urgence-là, que ce soit, comme vous disiez, en termes de nourriture, donc colis alimentaires, ou d'aide sociale vraiment ponctuelle, ou d'une allocation, même d'une petite somme qui leur sera versée. Ça, c'est pour répondre à l'urgence. Mais on a des délais à respecter, effectivement. C'est très important ce qu'elle vient de dire, parce qu'il y a aussi l'aide médicale. Et ça, c'est la dignité humaine. Donc, on répond à ces critères-là quotidiennement. Les soins de santé, l'alimentation, le chauffage. C'est ça fait allusion aux autres aides parallèles en fait au RIS. Ce sont les aides sociales au coup par coup, on va dire alors à ce moment-là. Mais ça va être aussi un coup de main pour remplir la cuve à mazout. Ça peut être ça, pour payer une partie des études, ça peut être ça. Et ça, ce n'est pas simplement lié aux exclus du chômage. Et on pourrait imaginer que quelqu'un frappe à la porte au mois de janvier, n'entre pas dans les conditions du RI, mais à un moment donné, elle pourrait quand même revenir vers les CPS, se tourner pour avoir des compléments. Si la famille est prise à la gorge, on va dire ça comme ça, et qui manque vraiment quelque chose qui répond aux critères de dignité humaine, c'est une des premières missions des présidents de CPS que de prendre des dispositions pour pallier à ça. On a des familles qui nous arrivent et puis qu'on voit, qu'on aide ponctuellement, de manière très ponctuelle, et puis qu'on ne verra pas. Le CPS est un rebond, il ne faut pas l'oublier non plus. Gauvin Servet, on entend, il y a une enquête sociale qui est menée, il y a un choix qui est posé par le Conseil de l'action sociale, ça veut dire aussi qu'il y a une décision qui est prise, elle peut être contestée, évidemment, cette décision-là. Tout à fait, donc la décision, elle doit être prise dans les 30 jours, suite à la demande, et après, il y a une possibilité de faire un recours, et donc là, la CSC peut accompagner du coup ses affiliés pour pouvoir faire ce recours-là, un recours qui peut durer jusqu'à 3 mois, et donc qui peut prendre du temps aussi. Maintenant, c'est pour l'instant, on essaye justement de travailler avec nos affiliés sur toutes les informations nécessaires pour se rendre au CPS. Et comme vous l'avez dit, en fait, il y a le revenu d'intégration sociale, mais il y a aussi tout ce qui est aide. Et donc, on leur dit que même si potentiellement ils n'ont pas droit à ce revenu, ils pourraient très bien bénéficier d'autres aides. Et donc, il faut effectivement se rendre au CPS comme... Une information qui est importante à donner auprès de vos affiliés, importante aussi qu'elle soit cohérente par rapport au travail des CPS. C'est la raison pour laquelle vous avez mis en place toute une série de rencontres avec les CPS. Il y en a une ce jeudi après-midi avec des CPS du Sud, il y en a une autre la semaine prochaine des communes de l'Est, et deux la semaine prochaine du côté du Test. Il y en a déjà une du côté de Marche-en-Famenne. L'intérêt de ces rencontres-là, c'est quoi? C'est parler d'une même voix? Parler d'une même voix et qu'on soit en accord. En fait, chaque CPS a aussi sa manière de fonctionner pour la prise de rendez-vous, pour justement pouvoir informer
informer sur la demande d'aide. Et donc, il y a aussi une panoplie de lieux où des informations sont reprises. Le site de la commune, certains CPAS ont leur propre site, des pages Facebook, des adresses sur Google Maps, etc. Et les informations ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. Et donc, on essaye aussi d'uniformiser ça pour pouvoir donner l'information la plus claire et la plus à jour à nos affiliés afin qu'ils puissent se diriger directement vers le CPS et être dans les conditions que le CPS a décidées pour pouvoir justement encadrer cette arrivée d'exclus du chômage. Alors évidemment, cette réforme-là, elle n'est pas sans conséquence non plus pour les CPS, pour les finances des CPS. On parle de montants importants dans la prise en charge, qui sera malgré tout compensé par des aides du fédéral, de manière dégressive. Dans un premier temps, on va dire que les premières personnes qui vont frapper à votre porte, qui seront dans les conditions pour recevoir un RI, seront finançables et financées à hauteur de 100%. Et puis, ça va diminuer au fur et à mesure dans le temps pour arriver à un financement à 70%. Donc je le dis, à un moment donné, les CPS, c'est pas sans conséquence pour les finances et les finances communales, puisque les CPS sont bien sûr autonomes, mais le budget du CPS dépend de la commune. Clairement, donc voilà, les communes doivent pouvoir soutenir leur CPS et je pense que ce sera aussi dans leur mission et dans leur budget prochain, de l'année prochaine en tout cas. Ils vont devoir prévoir aussi, sans prévoir... Pour le moment, on est complètement incapable de savoir combien. Mais oui, il y a des aides diverses pour le moment et heureusement. On avait peur de ne pas les avoir, ces aides-là, et elles sont les bienvenues. On a un premier budget de 26 millions d'euros qui a été débloqué en 2025 pour justement prévoir. Pour la Wallonie, pas pour Aubange. C'est ça. Ah oui, non. Ça, mon bourgmestre en serait très heureux si ce n'avait été que pour Aubange. Mais non, effectivement, pour la Wallonie, 26 millions, ce qui a fait une retombée, par exemple, chez nous, à titre informatif, de 46 000 euros pour prévoir, justement, donc quasiment un équivalent temps plein, pour prévoir ces arrivées-là. Et puis, ce fameux budget de 300 millions d'euros qui pourrait être aussi accordé, mais là, on a beaucoup moins d'informations. Parce que là, il y a des estimations qui ont été établies par les services intérieurs du SPOE pour voir quel serait l'impact financier pour les CPS et pour les communes. À l'horizon 2030, on parle quand même de montants qui est aussi pour le CPS d'Aubange, de montants qui est aussi autour du demi-million d'euros. Pour la commune de Libin, autour de 150 000 euros. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes proportions, mais si on ramène ça évidemment au budget des CPS, on est aux alentours de 17% de part communale, que ce soit pour l'un pour l'autre. Donc on voit que dans les proportions, l'effort est le même pratiquement pour les deux communes. Un mot malgré tout sur ce que vous avez abordé tout à l'heure, c'est sur la réinsertion, parce que le financement, le paiement des RI, c'est une chose, mais l'action des CPS aussi, c'est d'accompagner toutes ces personnes qui sont aussi chez vous dans un cadre de remise à l'emploi. Alors le gouvernement a prévu des bonus pour vous inciter à faire ça, des bonus financiers supplémentaires. Vous le dites, vous avez abordé la question par rapport à Défi. C'est un service, c'est une collaboration entre 3-4 communes qui permettent d'accompagner vraiment les allocataires. Oui, complètement. Donc c'est une association de 4 CPS, Libin, Tellin, Ouellin et Saint-Hubert. Donc en chapitre 12, c'est comme ça que c'est nommé. Donc ce matin, je discutais un peu avec la coordinatrice qui m'explique que à ce jour, ils sont en capacité d'accueillir et de travailler avec les personnes. Le conseil d'administration n'a pas pris de décision pour déjà augmenter la capacité au niveau du personnel. Néanmoins, en interne, les choses vont jouer. Si ça nécessite un mi-temps en plus, on va commencer par l'interne, voir l'état de la situation et puis évoluer un peu au fur et à mesure. Mais pour revenir à votre question par rapport à l'insertion socio-professionnelle, évidemment, Catherine me le disait tantôt, c'est une chance pour nous d'avoir ce service qui va permettre si proche. Il y a une navette aussi, donc les gens peuvent aller directement avec la navette. Ils vont être accompagnés à différents niveaux. Au niveau insertion sociale, on ne le dit pas assez, mais il y a des gens qui sont très très éloignés du monde du travail et pour lesquels il n'y a pas forcément de job. Et donc ces gens-là ont besoin aussi d'apprendre à se refaire confiance, de voir aussi est-ce qu'ils sont en situation de santé mentale ou de soins divers. Je pense que là, c'est la première approche aussi. Ce sont des équipes aussi à Aubange qu'il va falloir renforcer, Catherine Labarru. Tout à fait. Donc là, pour l'instant, le service insertion socio-professionnel, un équivalent et demi, temps plein, donc
2 assistantes sociales qui travaillent à la réinsertion professionnelle. Nous, du coup, oui, c'est plutôt dans le cadre des articles 60, pouvoir faire bénéficier d'un emploi pour une durée déterminée. Donc, article 60, pour résumer, en gros, vous engagez la personne au nom du CPS que vous mettez à disposition de l'association, du CPS ou de nous-mêmes, voilà, de la commune. Et puis, à ce moment-là, au terme, en fonction du nombre de jours dont ils ont besoin, ils peuvent bénéficier d'allocations de chômage. Donc, ils retombent sous les allocations de chômage. Donc ça, c'est vraiment l'article 60. On ne le dit pas assez, mais les conditions pour bénéficier du RISE, c'est la disponibilité à l'emploi. Donc c'est vraiment une mission que des CPS de pouvoir chercher, aider à faire un CV, aider à faire une lettre de motivation, parce que tout ça, c'est très compliqué, très très compliqué pour certaines personnes. On a des services en ville d'Aubange aussi qui aident, le PN, etc., qui aident à pouvoir aider aussi, en plus du social, mais dans les démarches administratives qui sont énormes. Et le RIS est d'ailleurs conditionné à la signature d'un contrat qu'on appelle le PIS, voilà. Programme d'insertion sociale, voilà, individualisé, dans laquelle la personne s'engage en fait à toute une série de c'est un contrat. Le Conseil de l'action sociale s'engage aussi puisqu'il valide aussi le projet individuel d'intégration sociale. Ça n'a l'air de rien, mais on a quand même un rôle très important au niveau d'accompagner et de cadrer, parce que si on n'est pas dans une collaboration et si les choses ne sont pas claires et assumées par le Conseil, les gens ne peuvent pas entrer dedans. Okay. On va devoir clôturer ici, mais voyez, vous avez entamé la discussion et vous le disiez justement en préparant cette émission-ci qu'il serait peut-être pas mal aussi que les présidentes et présidents de CPS se retrouvent de la même manière que les bourgmestres se retrouvent parfois pour débattre de questions qui touchent l'ensemble et qui concernent l'ensemble. Voilà, c'est peut-être une ébauche, pourquoi pas. Merci à toutes les deux et merci à vous, Cora Server, d'être venus sur ce plateau. Merci à l'équipe ATV Luxe en régie aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel invité de la rédaction.